messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information en journal que nous commençons par les titres. Le président Barack Obama a quitté Dakar ce matin après une visite de 48 heures, une visite qui a fini de faire du Sénégal le centre du monde, le temps de ce séjour fructueux qui confirme l'excellence de l'axe Washington-Dakar. Bonne nouvelle pour les mères sénégalaises. Désormais, elles peuvent transmettre la nationalité sénégalaise à leurs enfants de pères étrangers. La loi a été votée ce matin à l'unanimité par l'Assemblée nationale. CFE 2013, c'est parti. Près de 228 000 candidats ont démarré les épreuves ce matin. L'examen de cette année se déroule sous un climat de décrispation après la levée du mot d'ordre de grève des enseignants. Je vous le disais tantôt, Barack Obama a quitté ce matin le Sénégal après un séjour fructueux et plein de promesses. Le président américain a été accompagné par le président Macky Sall. À présent, Air Force One, destination l'Afrique du Sud, nous dit Alun Badar Khan. Dans un cadre purement républicain, Barack Obama achève son séjour au Sénégal. Arrivé en compagnie de Macky Sall, Obama échange ses dernières poignées de main avec les autorités sénégalaises. Ensuite, place à l'exécution des hymnes nationaux. Un moment solennel, la première puissance mondiale et le Sénégal réaffirment leur alliance. Le moment est venu. Les deux couples présidentiels se disent au revoir. Barack Hussein Obama quitte le Sénégal, la première étape de son périple africain. Le Sénégal peut être fier de cette visite, pleine de promesses. Cette visite permettra au départ du président Obama de repositionner encore le Sénégal plus que par le passé sur en tout cas la terre africaine comme un pays digne de confiance où nous pouvons développer de l'investissement privé et c'est l'investissement qui crée l'emploi. Donc ce que nous faisons, c'est surtout pour la jeunesse de ce pays. Mais nous devons de notre côté, et le gouvernement doit accélérer le rythme des réformes qui tendent à faciliter le développement de l'investissement. C'est cela l'enjeu fondamental, en plus des aspects sécuritaires et stratégiques. Après Dakar, Air Force One met le cap sur l'Afrique du Sud, le pays de Nelson Mandela. Et sur ces images, vous découvrez avec... Air Force One, direction l'Afrique du Sud. Mais hier soir, le couple Sall a offert un dîner au couple Barack Obama et à sa famille. Le président américain a salué la démocratie sénégalaise, un exemple à suivre pour les pays de la sous-région. Les deux chefs d'État se sont engagés à redynamiser leurs relations. Reportage radical. Les présidents Obama et Sall ont porté hier un toast à la santé des peuples sénégalais et américains. Le dîner offert par le chef de l'État et la première dame Mariam Sall au président Barack Obama et à sa famille a servi de cadre pour rappeler les liens forts qui unissent le Sénégal et les États-Unis et l'engagement des deux chefs d'État à redynamiser cette coopération bilatérale. Aujourd'hui, comme convenu à Washington, je vous confirme notre volonté d'aller de l'avant avec vous. Aller de l'avant pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance, dans l'esprit de nos engagements issus du dernier sommet du G8. Aller de l'avant dans l'ouverture de nouvelles opportunités de partenariat entre nos pays. Aller de l'avant pour la promotion de la jeunesse, pour la croissance économique et la prospérité de nos peuples, dans un monde plus sûr. And tonight, Mr. President, looking back to more than 50 years of commitment and achievement between our two countries, I am confident that even greater opportunities are laying ahead. And I want to tell you and the great American people
that we are more than willing to go forward in our renewed partnership. And we are ready. Yes, we are ready. And yes, we can. Le président Obama fait désormais du Sénégal la porte d'entrée de l'Afrique, car notre pays, dira-t-il, est un modèle achevé de démocratie. Le président américain s'est aussi réjoui de sa visite et de l'accueil que lui a réservé le peuple sénégalais. Ici, au Sénégal, j'ai pu voir personnellement les principes de la démocratie à l'œuvre. Durant cette génération, et je pense durant les générations à venir. Monsieur le Président, je vous félicite, ainsi que votre gouvernement, pour rechercher ce que vous appelez un nouvel état d'esprit, une nouvelle conscience. Un gouvernement qui respecte l'aspect sain du bien public. J'ai vu les principes de la démocratie, le respect pour la dignité humaine. Michel et moi-même n'oublierons jamais notre visite à l'île de Gorée, où nous avons pu voir ce qui s'appelle la porte du non-retour. Le monde doit tant au Sénégal pour préserver ce monument historique qui fait partie du patrimoine historique de l'humanité. Et finalement, j'ai vu les principes de la démocratie auprès des citoyens du Sénégal. Le dîner s'est déroulé dans une bonne ambiance et pour l'occasion, les invités ont droit à une prestation du duo Youssou Ndour-Baaba Maal. Bye bye donc Obama, Vini, Vidi, il est venu, il a vu, puis il est reparti. Pendant les quelques jours que le Sénégal a accueilli le président des États-Unis, notre pays a virtuellement été le plus puissant du monde. Retour à la réalité faite de rêves et d'envie de partir aux États-Unis. Rêve américain de Sénégalais, c'est une chronique signée Oumar Diaw. 38 heures chrono au Sénégal, le pays africain le plus proche des États-Unis après le Cap-Vert. 6300 km, une distance qui découragerait toute tentative intrépide de traverser par des pirogues de fortune pour aller à la quête d'une fortune rêvée. Impossible de convertir ces milliers de kilomètres en écart de développement, mais le décalage est perceptible et mesurable à l'œil nu. Le fossé en termes économiques est si abyssal que l'Amérique fait rêver les 3/4 de la planète. Parmi eux, des Africains innombrables, des milliers, peut-être plus, de Sénégalais. Dites-leur que l'Amérique du tout possible a relativisé et surendetté, ils vous prendraient pour un plaisantin. Qu'elle est en récession, qu'elle compte des sans-domicile, des pauvres, des miséreux, des drogués, des ratés, des desperados sans aucun horizon si ce n'est le bout du couloir de la mort où une chaise électrique les attend pour clore une existence de broken dreams, rêves évanouis. Montrez-leur que le pays d'Obama n'est plus l'État-providence de jadis. Ils ne vous croiraient point. La témérité et le sacrifice dont certains font preuve pour s'en aller d'ici reflètent bien une perception idyllique, mais elle est illusoire à bien des égards. L'Amérique n'a pas de recette miracle pour nous rendre prospères. Tout au plus peut-elle appuyer le développement, mais cet état de satisfaction économique et sociale n'est possible que si nous travaillons au lieu de faire tout le contraire. L'Amérique a eu son rêve, à nous de rêver le nôtre et de le réaliser. Et puis, de toute façon, le président des États-Unis est reparti, nous laissant à notre quotidien et à nos habitudes qu'il nous faut radicalement changer. Rêve américain de Sénégalais, une chronique signée Oumar Diaw. Les relations entre le Sénégal et la République populaire de Chine seront renforcées. Des projets de coopération économique et commerciale sont en vue. La réalisation des projets de construction de l'arène nationale du musée des civilisations a été évoquée par le chef d'État et l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Voici son excellence à sa sortie d'audience au micro de Khady Kane. Nous avons parlé de plusieurs choses. Il a été évoqué à cette occasion d'abord les grandes échéances dans les échanges politiques entre les deux pays à différents échelons. Nous avons aussi évoqué à cette occasion des projets de coopération économique et commerciale à monter dans les mois à venir, des grands projets. Nous avons parlé du musée des civilisations noires. Nous avons évoqué aussi une arène de lutte traditionnelle. Je sais que ce sont des projets qui tiennent à cœur au président
Et donc, nos deux partis ont travaillé là-dessus pour intensifier la coopération politique entre les deux pays, histoire d'approfondir la confiance politique mutuelle. Et sur cette base, nous allons voir ensemble comment faire avancer les grands projets de coopération économique et commerciale. Je vous le disais dans le titre de ce journal, les enfants de mères sénégalaises et de pères étrangers vont pouvoir acquérir la nationalité sénégalaise s'ils le souhaitent. La loi numéro 03/2013 portant modification de la loi 61 bis du 7 mars 61 déterminant la nationalité a été en effet votée ce matin. Les députés de l'Assemblée nationale l'ont voté à l'unanimité. Et là, Thierno Dramé. C'est à l'unanimité et sans débat que les députés ont voté la loi numéro 03/2013. Elle modifie celle numéro 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité. Objet d'une longue bataille menée par les femmes, elle donne aujourd'hui à toute Sénégalaise mariée à un étranger la possibilité de transmettre sa nationalité à ses enfants. Ceci est une avancée très importante dans la réalisation des droits des femmes et touche des centaines de milliers de nos compatriotes. Donc je voudrais toutes les féliciter et féliciter nos nouveaux compatriotes, comme je le dis. La loi ne s'arrête pas là puisqu'elle donne une autre possibilité à la femme sénégalaise, celle de pouvoir transmettre la nationalité à son époux également. Cependant, cette dernière est soumise à quelques conditions. Nous avons introduit des conditionnalités parce qu'on ne veut pas que les gens viennent juste se marier pour avoir la nationalité et ensuite divorcer. Il faut rester dans les liens du mariage pendant 5 ans et ensuite obtenir automatiquement la nationalité sénégalaise. Donc là, nous avons quand même encadré. Et si pendant ces 5 ans, il y a eu un divorce, le mari ne pourra pas acquérir la nationalité. L'adoption de cette loi était une promesse du chef de l'État, promesse désormais tenue. Il reste maintenant à se pencher sur la loi sur l'adoption. Examen du CFE session 2013, les épreuves ont démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. 227 490 candidats ont planché sur les épreuves. L'examen de cette année, faut-il le rappeler, se déroule dans un contexte de crispation avec la levée du mot d'ordre de grève des enseignants. Constat fait par le ministre de l'Éducation nationale qui a visité quelques centres d'examen. Massamba Diane. École Mas-Masser Nyan à Baobab. Première pause après 2 heures de réflexion et de rédaction pour le compte de l'examen du CFE session 2013. On a fait production d'écrit. Qu'est-ce qu'on a fait pendant les vacances? On a demandé d'écrire sur ce qu'on a fait pendant les vacances, le texte narratif. Dans ce centre d'examen, première étape de la visite du ministre, pas de grande perturbation. Il y a au moins deux suppléants par ça. Sur 170 candidats, on n'a que 2 absents. Cap sur un autre centre, dans les parcelles Assidi. À l'école élémentaire de la cité Soprime. Quelques échanges avec les responsables du centre d'examen, devant un grand nombre de responsables syndicaux, puis le point avec la presse. Nous étions dans un contexte où chacun voulait de son côté contribuer à la décrispation de l'atmosphère. Le gouvernement de son côté a bougé les lignes, comme l'a dit M. le ministre de l'Éducation. Nous aussi, organisations syndicales, nous avons en quelque sorte, par rapport à nos prétentions, essayé de lâcher du lest pour pouvoir permettre aux deux parties de se retrouver autour de l'essentiel. Ce que nous avons vu ce matin permet de nous dire que les examens du CFE se passent correctement. Le 2, nous allons avoir le début du baccalauréat et puis après le BFM. Et tous les acteurs du système éducatif sont engagés pour rassurer les parents d'élèves et pour que les élèves se concentrent exclusivement sur les révisions, en n'ayant aucune crainte sur la tenue des examens. Acteurs du système éducatif, nous leur devons cela. La session 2013 de l'examen du CFE consacre un nouveau départ et de nouveaux types de rapports entre syndicats et gouvernement. Des rapports qui, pour le ministre de l'Éducation nationale et pour les parents d'élèves, doivent être fondés sur la confiance pour le bonheur de toute la famille éducative. Bonne chance au potache. Des résultats positifs sont enregistrés dans le cadre du programme de la décentralisation de l'éducation en Afrique de l'Ouest. Ces propos sont tenus par l'ONG Aide et Action et d'autres acteurs de l'éducation. C'est lors d'un atelier national de restitution sur la décentralisation de l'éducation en Afrique de l'Ouest. Ibrahim Ndong. Initié dans les années 90,
Le processus de décentralisation de l'éducation varie en fonction des pays. Le programme cible 7 États de l'Afrique de l'Ouest. Il vise l'amélioration et la diversification de l'offre éducative. Envie de répondre aux objectifs du terroir en termes d'éducation, mais aussi de les renforcer en termes de capacité pour pouvoir effectivement non seulement concevoir toute la planification en amont, toute la vision sur la politique éducative locale, mais aussi avoir les capacités de mise en œuvre. Le programme est dans sa seconde phase. Il concerne la période 2010-2013. Des avancées considérables ont été enregistrées. Des difficultés sont à noter. Les difficultés, elles sont nombreuses. C'est des difficultés, disons, liées au problème de renforcement des capacités des collectivités locales en matière de gestion de l'éducation, parce que la majeure partie des collectivités locales, les conseils ruraux et notamment au niveau des commissions d'éducation, le plus souvent on a des analphabètes. Quand on parle de décentralisation, ils ne pensent qu'à la politique. Vous savez bien que l'éducation fait partie des compétences transférées. Voilà pourquoi aujourd'hui, cela représente un enjeu. Donc, pour les États, on a parlé des OMD à atteindre en 2015, les objectifs du millénaire pour le développement. Donc il y a des aspects qui sont relatifs à l'éducation. Donc il est aujourd'hui de voir comment développer des mécanismes au niveau local. L'exécution de ce programme au Sénégal s'élève à 1 milliard de francs CFA, un financement assuré par Aide et Action en collaboration avec d'autres partenaires comme l'AFD, l'Agence française pour le développement et le gouvernement du Sénégal. La 42e session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA s'est tenue ce matin. Au menu de la réunion, la situation économique et monétaire de la zone ainsi que le rapport semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale. A noté que le taux de croissance de l'Union vient d'atteindre les 6%. Des explications avec René Fonseca. Premier trimestre réussi pour l'Union économique monétaire ouest-africaine. Sa croissance économique affiche un taux de 6%. Elle devrait même connaître une légère hausse par rapport à l'année précédente. Un résultat boosté par des signaux forts. Au sein de l'UEMOA, les résultats définitifs de la campagne agricole 2012-2013 font ressortir un redressement significatif de la production vivrière et une augmentation sensible de celle des principales cultures d'exportation, à l'exception du cacao. Les activités non agricoles se sont bien orientées dans l'ensemble, à la faveur notamment du dynamisme des industries extractives. Les crises sociopolitiques en Guinée-Bissau et au Mali s'acheminent vers un dénouement heureux. Et les bonnes nouvelles vont bien au-delà. Le gouvernement japonais a promis d'accompagner le développement du continent par une aide d'environ 16 000 milliards de francs CFA. Et il ne s'arrête pas là. La TICAD 5 a connu une forte mobilisation des dirigeants africains et de la communauté des bailleurs de fonds internationaux. Elle s'est achevée sur une note d'espoir, qui est l'engagement du gouvernement japonais à accompagner le développement de l'Afrique et un soutien aux initiatives de paix au Sahel à hauteur d'environ 503 milliards de francs CFA. Cette deuxième session ordinaire du Conseil a permis de passer en revue d'importants dossiers, tels que le projet d'acte additionnel instituant une politique commune de l'UEMOA, les projets de code d'éthique et de déontologie applicables aux responsables des organes de l'Union, pour ne citer que cela. Délivrance de visas biométriques. Le ministère de l'Intérieur vient de mettre en place un système pour faciliter les procédures de demande de visa aux étrangers hors CEDEAO. La mesure entre en vigueur à compter de ce 1er juillet, nous dit Fantabachi. Tout étranger hors CEDEAO désirant entrer au Sénégal doit désormais se munir de ce précieux sésame. Le visa biométrique est disponible en ligne et dans les consulats du Sénégal à l'étranger. Ça veut dire qu'à partir de votre salon, vous pouvez vous connecter et faire une demande de visa et avoir une réponse sur votre PC. Vous pouvez soit vous rendre dans un consulat et vous faire délivrer la vignette de visa à coller sur votre passeport, soit vous pouvez directement aller à l'aéroport. Fini
les procédures manuelles, le système est rapide et moderne. Il permet de gagner du temps et sécurise également les entrées au Sénégal. De ce fait, tous les consulats, notamment dans les pays à fort potentiel touristique, sont dotés d'équipements techniques adéquats pour délivrer ces visas biométriques. Nous avons principalement équipé les ambassades ou les consulats de France. 2 tiers des voyageurs viennent de France. Nous allons donc progressivement installer jusqu'à 18 points extérieurs au Sénégal. Des postes frontaliers seront aussi installés pour ceux qui empruntent la route. La société nommée SNEDAI accompagne l'État dans ce projet. Les recettes générées par les frais de visa seront partagées entre l'État et son partenaire. Le visa est porté à 50 €. C'est un visa forfaitaire avec la possibilité d'avoir une entrée ou des entrées multiples. Avec ces visas biométriques, l'État du Sénégal applique ainsi la réciprocité. Le système sera opérationnel à compter du 1er juillet 2013. Le lancement et la présentation de l'application se feront à la même date à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. La décentralisation et le financement des routes rurales, quelle contribution pour les fonds d'entretien routier? C'est la question qui a intéressé le groupe focal Afrique de l'association des fonds d'entretien routier africains. Elle sera étudiée durant les 6e assises du groupe, l'intérêt d'aider les pays membres à mieux mettre en œuvre leur stratégie nationale de transport. Compte rendu Philomène Constance Diagne. La problématique des routes rurales est en partie liée à la politique de décentralisation appliquée dans beaucoup de pays africains. Force est de constater que le monde rural est souvent laissé en rade en ce qui concerne les infrastructures et les moyens de transport. Des dysfonctionnements qui pourraient être liés à la méconnaissance du rôle des collectivités locales. C'est ce constat qui nous conforte dans l'idée de la nécessité d'assurer une meilleure transversalité des politiques de décentralisation pour une meilleure prise en charge de la gestion du patrimoine routier par les collectivités locales. Pour ce faire, il faudrait que la problématique du financement soit prise en charge afin de permettre aux collectivités locales de jouer pleinement leur rôle. La question des pistes rurales est une des expériences que le Sénégal pourrait partager avec les autres pays membres de la FERA, échanges qui permettront de faire des propositions sur le financement de l'entretien et de la construction des routes rurales. Disons que chaque pays restera pour et ses voisins une source d'inspiration. Nous voulions ancrer le problème de financement des réseaux routiers nationaux dans son ensemble dans le cadre de la problématique de l'intégration régionale. C'est important que nous puissions le faire, donc nous voulions un financement pérenne et il n'y a pas meilleure institution que les fonds routiers. Ces 6e assises ont enregistré une participation massive des pays membres, participation qui témoigne de l'intérêt accordé à la question. Se rencontrer et faire corps commun pour que ensemble nous envisagions une vision commune sur des problèmes qui sont des problèmes communs à l'espace communautaire, comme c'est le cas pour les routes et les pistes dans le cadre des collectivités locales, pour que nous voyions quel rôle nous pouvons envisager de jouer pleinement pour l'essor économique de notre espace communautaire. Au terme de ces assises, le réseau d'échange des pays membres de l'AFERA devrait être renforcé. Aussi devrait-il avoir une meilleure visibilité dans la mise en œuvre de leur stratégie nationale de transport. Lancement officiel de la semaine Jeune Sida. Cette année, la ville de Richard Toll a été choisie pour abriter la cérémonie d'ouverture des activités de sensibilisation et de dépistage volontaire sur l'étendue du territoire national. L'édition de cette année va mettre l'accent sur l'élimination des nouvelles infections à l'horizon 2015. Jean Gomis Pabounatiao. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des valeurs civiques ouvre le bal en se faisant dépister en premier. Sont ainsi ouvertes les activités de la Semaine nationale de mobilisation des jeunes contre le sida et le choix de Richard Toll pour le lancement officiel n'est pas fortuit. Vous avez un instrument extrêmement important dans un facteur, dans un pays de développement, c'est l'usine que vous avez ici. Mais comprenez, aussi bien il est acteur de développement, mais acceptons-le, disons-le, il est facteur de propagation du VIH. Notre pays a très tôt compris le rôle majeur que peut jouer la jeunesse dans la lutte contre le VIH-Sida. C'est pourquoi je salue cette forte mobilisation des populations de Richard Toll.
des jeunes en particulier et réaffirme solennellement l'engagement des jeunes du Sénégal à ne ménager aucun effort pour assurer à cette semaine une réussite. Le mot d'ordre de cette année est fort évocateur, zéro nouvelle infection du VIH d'ici 2015. Les jeunes lancent au final, la jeunesse en première ligne du combat. L'adversaire est coriace, mais prenable. Les jeunes du Sénégal ont démontré depuis 3 décennies que l'Afrique peut lutter sans l'aide internationale contre le sida. En tout cas, ils ont démontré. Et aujourd'hui, la prévalence de 0,25 qu'on enregistre au Sénégal est l'une des plus faibles du monde. On a parlé d'assaut final. Je pense que si c'était un match de football, on aurait géré déjà les 85 minutes. Il reste 5 minutes maintenant. Je pense qu'il faut bien terminer ce match. Mais nous sommes préoccupés. En tout cas, nous sommes préoccupés par ce fléau chez les jeunes, parce que nous avons récemment fait une enquête au niveau national et on s'est rendu compte que la prévalence chez les utilisateurs de drogue est de 9,5%. Dans la lutte contre la pandémie du sida, le Sénégal a enregistré des résultats satisfaisants, des acquis qu'il faudra pérenniser, améliorer par l'élimination des nouvelles infections chez les jeunes. Il est envisagé l'élection d'un nouveau centre conseil ici à Richard-Toll. Nous sommes en train de prendre des dispositions dans le budget 2014 pour que nous puissions répondre à cette préoccupation, parce que nous considérons que ces centres jouent un rôle extrêmement important aujourd'hui dans le cadre de la riposte contre le sida, mais généralement dans l'accompagnement et la promotion de la santé des jeunes. Pendant une semaine et sur toute l'étendue du territoire national, les séances de dépistage volontaire ainsi que d'autres activités de sensibilisation seront organisées. L'objectif cette année est de dépister 4500 jeunes et d'en sensibiliser plus de 10 000. Santé toujours. Après Kédougou qui a servi de test à la pharmacie régionale d'approvisionnement mobile, c'est au tour de Sédhiou qu'Afrine viendra compléter le tableau. Ce système basé sur un camion livreur de médicaments essentiels a été présenté au ministre de la Santé, Aomari Kolsek. Il permet un approvisionnement régulier en produits pharmaceutiques. Salut Sec. C'est dans l'enceinte de son département que le ministre de la Santé a lancé la pharmacie régionale d'approvisionnement mobile. C'est un camion rempli de médicaments divers avec un chauffeur et un système informatique efficace. Cette paramobile va faciliter l'accès des médicaments aux populations. Aujourd'hui, nous avons mis sur pied une stratégie qui est que nous avons ce qu'on appelle une PRA, donc une pharmacie régionale mobile. Ce qui permet aux structures décentralisées qui n'ont pas de pharmacie régionale de pouvoir faire des commandes et recevoir sur place les médicaments. Selon le ministre de la Santé, ce système de commande à distance permet de gagner du temps et de l'argent, mais aussi de réduire les ruptures de stock, cela pour améliorer la santé des populations. Au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, nous avons une politique vraiment d'intégration. Et ça, c'est dans le cadre de certains programmes que nous avons pu acheter ce camion et le mettre à la disposition de la PNA. Donc c'est vous dire qu'on travaille en synergie et tout cela pour le bien-être des populations et pour les aider vraiment à avoir la meilleure santé possible. La pharmacie régionale d'approvisionnement mobile va permettre de lutter contre les médicaments illicites. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale compte mettre en œuvre ce principe de paramobile dans les départements éloignés. Comment faire pour placer la femme au cœur du développement de la pêche? Voilà entre autres une des questions abordées lors de la causerie sur le thème Place et rôle des femmes dans la gestion durable des pêches au Sénégal. L'initiative est de l'Alliance pour une pêche durable au Sénégal en partenariat avec WWF, le compte rendu cinéma Sourceau. Au Sénégal, les femmes occupent une place importante dans le secteur de la pêche. Elles sont impliquées à tous les niveaux de la chaîne de valeur des produits de la pêche. De la production en passant par la transformation, la commercialisation jusqu'au plat du consommateur. Malgré cette importance, elles sont souvent reléguées au second plan. C'est fort de ce constat que l'Alliance pour une pêche durable a initié cette causerie sur la place et le rôle des femmes dans la gestion durable des pêches. Depuis qu'on a commencé à avoir de petits problèmes pour accéder sur le marché européen, donc le marché africain est l'alternative. Et qui dit marché africain dit petit pélagique côtier, dit produits transformés, donc comme on vient de mentionner, qui est aussi
carrément dominé par les femmes. Donc ça veut dire qu'il contribue aussi aux exportations donc, du Sénégal. C'est notre deuxième thème cette année et qui porte sur les femmes. Parce que les femmes occupent une place importante dans la société, mais aussi une place importante dans le circuit économique, notamment dans la pêche. Au cours de cette rencontre, des recommandations ont été formulées pour une meilleure implication des femmes dans ce secteur. Et le réseautage des femmes qui sont dans le secteur des CLPA, donc ce qu'elles veulent, c'est de se regrouper toutes les femmes qui sont dans le secteur des CLPA, afin de pouvoir mener des lobbying et des plaidoyers auprès des autorités et défendre leurs intérêts comme il se doit. Grâce aux importants revenus tirés de cette activité, les femmes participent à la prise en charge régulière des dépenses domestiques. Cependant, elles restent passives face à une situation de marginalisation et de méconnaissance du rôle et du poids important qu'elles occupent dans ce secteur de la pêche. Une meilleure représentativité dans les instances locales de décision pourrait être une aubaine pour le Sénégal. Une opération a été initiée pour redynamiser les activités du parc de Nyokolokoba. Le ministre de l'Environnement a passé plusieurs jours dans le parc. Il a été accompagné durant son séjour par les agents du parc et ceux des eaux et forêts. Grâce à cette visite, Ali Haïdar a pu identifier les dysfonctionnements de ce site naturel Tchorodia. En 2000, le parc de Nyokolokoba faisait partie des patrimoines inscrits sur liste rouge. Depuis son arrivée à la tête du ministère de l'Environnement, Ali Haïdar ne cesse de s'activer pour éradiquer toutes les menaces et agressions sur la faune et la flore. Les difficultés de coupe, de rogner, les difficultés d'exploitation de pieds de veine dans la périphérie du parc, c'est notre travail, mais aussi c'est le travail de nos collègues des eaux et forêts. Le parc, il faut le surveiller pendant la saison des pluies et aussi pendant la saison sèche, même si les conditions sont un peu plus difficiles maintenant. Pendant plusieurs jours, le ministre de l'Environnement, les agents du parc et ceux des eaux et forêts ont eu à sillonner les 913 000 hectares du parc. Un programme initié dans le cadre de l'opération Nawet. C'est dans une abnégation totale. C'est dans un engagement sans faille. Et c'est dans un courage au quotidien démontré que vous pourrez obtenir des résultats. Et nous devons obtenir ces résultats. Parce que, hélas, nous n'avons plus le temps. Partout, le désert est en train de gagner du terrain. Partout, les écosystèmes sont en train de disparaître. Partout, les derniers retranchements des animaux dans leur habitat sont en train d'être saccagés. Et les seuls, les vrais, ceux-là qui sont au front pour empêcher cela, c'est bien vous. Pour lutter contre les feux de brousse, 20 000 unités de surveillance ont été mises en place. Des mesures ont été prises pour améliorer les conditions de travail des agents du parc, mais aussi pour garantir une bonne protection de ce milieu naturel. À présent, l'actualité hors de nos frontières, l'actualité africaine sous forme de brève. Nous démarrons par l'Afrique du Sud. L'état critique de Nelson Mandela préoccupe tout le pays. L'interminable attente est à la une de toute la presse sud-africaine. À Pretoria, devant la clinique où est hospitalisé Nelson Mandela, le défilé se poursuit. Militants de l'ANC déversés par car entier ou simples individus venus prier ou déposer des messages de sympathie. Ici, l'espoir est ballotté au gré des déclarations du président Zuma, des membres de la famille ou des autorités médicales. Seule certitude, l'état de santé du père de la nation est très critique, mais stable. Carcasses calcinées, bâtiments brûlés, Tripoli a connu une nouvelle flambée de violences meurtrières entre milices armées. Bilan 5 personnes tuées et 97 autres blessées. Une situation qui a précipité le départ du ministre de la Défense, Mohamed Al-Barghati, illustrant l'échec du gouvernement à rétablir son autorité sur le terrain. Mamadou Diamontani a émis des doutes sur la possibilité de tenir le premier tour de l'élection présidentielle le 28 juillet prochain au Mali. Pour le président de la Commission électorale nationale, la fabrication des cartes d'électeurs a pris du retard et leur distribution à 6,8 millions d'électeurs est un véritable défi, d'autant que plus de 500 000 personnes sont déplacées. Enfin, l'armée malienne n'est toujours pas déployée à Kidal, fief des Touaregs du MNLA. Depuis la prison où il est incarcéré pour malversation depuis le 10 juin, Iya Mohamed a appris l'annulation de sa réélection à la tête de la Fédération camerounaise de football.
Une décision annoncée par la commission des recours de la FECAFOOT qui avait été saisie par 2 candidats malheureux à l'élection. Ils avaient en effet dénoncé l'absence du candidat élu lors du scrutin. Il était déjà en prison. Hommage à Cheikh Omar Sissoko. Nous parlons de cinéma à présent au Maroc. Encore quelques heures, on connaîtra les lauréats des films en compétition au Festival international du cinéma africain de Khouriba. Mais en attendant ce moment de vérité, les activités annexes de ce rendez-vous des cinéastes du continent se poursuivent. Ce jeudi, les organisateurs ont honoré le Mali, pays invité d'honneur de cette 16e édition. Un hommage très appuyé a été rendu à Cheikh Omar Sissoko, grand cinéaste et ancien ministre malien de la Culture et de l'Éducation nationale. Envoyé spéciaux, Matar Kassé, Eric Nimati. Le Festival international du cinéma africain de Khouriga tend vers sa fin. Pour cette 16e édition, c'est le Mali qui est le pays invité d'honneur, une occasion saisie par les organisateurs pour rendre hommage à Cheikh Omar Sissoko, l'un des ténors du cinéma malien. Par ce geste, la fondation du Festival du cinéma africain de Khouriga récompense un cinéaste engagé. Pendant de longues années, ce diplômé des hautes études en sciences sociales de Paris a contribué à l'éveil des consciences des populations de son pays à travers une filmographie riche de 25 courts-métrages et 5 longs-métrages. Il est question de rendre hommage pour son travail, son talent, sa créativité et surtout son engagement. Son engagement dans la démocratisation de son pays, l'engagement pour la libération des mentalités africaines. Vous savez, beaucoup d'Africains sont encore indécolonisables, donc dans leur mentalité. Et c'est tout ça qui fait l'homme, Cheikh Omar Sissoko. Là où un vrai festival veut honorer le cinéma africain, il faut honorer Cheikh Omar Sissoko. C'est ce que nous avons fait cette année et je pense qu'il le mérite amplement. Outre ses qualités de cinéaste reconnues par tous, Cheikh Omar Sissoko est également un homme politique très engagé dans son pays. Il a été plusieurs fois ministre dans des différents gouvernements du Mali. C'est des gens qui sont pour une Afrique moderne, une Afrique vivante, une Afrique qui est loin, loin, très loin de tout ce qui peut la frapper comme maladie obscurantiste. Et cette Afrique-là, à travers le Mali, nous lui rendons hommage. Et vraiment, nous sommes très, très fiers d'avoir honoré Cheikh Omar et à travers lui, le Mali, avec tout ce qui arrive en ce moment au Mali. Cheikh Omar Sissoko vient ainsi d'être consacré par ses pairs africains grâce à son talent, mais surtout grâce à son engagement pour le rayonnement du 7e art sur le continent. Dans quelques heures, le jury va dévoiler la liste des lauréats pour les différents concours. En attendant, la compétition se poursuit. C'était Eric Nimadi et Matar Kassé à Khouriga pour la RTS. Eric Nimadi, envoyé spécial au Maroc. Denise Epoté, durant directrice régionale du TV5 Monde, a reçu une distinction cet après-midi dans les locaux de l'ambassade de Suisse. Il s'agit d'un diplôme d'honneur en guise de remerciement de son geste envers les élèves de Médine Marie de Vélingara. Durant l'année scolaire, le groupe TV5 Monde avait remis un important lot de matériel scolaire à cet établissement. Une façon pour le groupe de participer à la promotion du maintien des filles à l'école, mais surtout d'encourager l'éducation en général. Ça nous donne l'occasion de recevoir sur ce plateau le directeur général du TV5 Monde, Yves Dugo. Bonsoir Yves Dugo. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Cette déclaration de Denise Epoté, c'est une source de motivation pour TV5 d'encourager l'éducation en Afrique. Bien sûr, ça fait partie de notre rôle. TV5 Monde est un diffuseur de culture, un diffuseur francophone, donc bien entendu tout ce qu'on peut faire pour participer sur le terrain de manière concrète à aider le développement de la culture et de toutes les valeurs qui y sont associées, la démocratie, la tolérance, le droit des enfants, les droits des femmes, le développement, etc. est évidemment bienvenue. Et Denise Epoté, qui est notre directrice Afrique, voilà, mais méritait tout à fait de recevoir cette récompense. Oui. Monsieur Dugo, vous êtes également au Sénégal, entre autres, pour les trophées francophones du cinéma. Qui se déroule demain soir, ici à Dakar, que vous retransmettez sur la RTS. Et TV5 Monde les diffusera dans le monde entier
et sur notre antenne Afrique en différé lundi à 20h45 heure de Dakar. C'est très logique que nous soutenions cette manifestation puisque le cinéma est une composante très importante de TV5 Monde depuis ses débuts. Nous diffusons 2500 séances de cinéma sur nos 8 antennes différentes chaque année. Et c'était par ailleurs important qu'on soit présent pour cette première édition, à la fois pour en être les partenaires, donc en faire la promotion, comme vous l'avez fait également, mais aussi pour les retransmettre dans le monde entier. Et quels sont les échos que vous avez de l'organisation de ces trophées du cinéma francophone? Écoutez, j'étais tout à l'heure avec Henri Welch et l'équipe d'organisation qui revenait du théâtre Daniel Sorano, où se déroulera demain la cérémonie, et qui travaille avec les équipes de la RTS. Ils étaient très confiants, la salle sera pleine, et voilà, ils sont ravis. La cérémonie est prévue pour durer 1h45, mais vous savez, avec les remerciements, ça durera peut-être 2 heures. Rendez-vous donc plus pour demain. Monsieur Bigot, vous êtes également là pour parler d'une chaîne pour enfants. Oui, TV5 Monde a le projet de développer en Afrique une chaîne jeunesse et pour les enfants. La directrice précédente de TV5 Monde, Marie-Christine Saragosse, l'avait déjà évoqué avec le président Macky Sall lors d'une rencontre précédente. Et il fait partie des 5 chefs d'État africains qui soutiennent et qui sont les porteurs de ce projet. Et j'espère pouvoir en parler avec lui à nouveau demain après-midi. Puis nous sommes aussi là à Dakar, d'abord parce que c'est Dakar qui a voulu la francophonie et nous sommes la chaîne. J'allais justement vous poser cette question parce que certainement avec le sommet de la francophonie, TV5 aura un rôle important à jouer. Bien entendu, nous sommes le diffuseur et l'opérateur officiel des sommets de la francophonie. Donc nous voulons d'ores et déjà préparer avec vos équipes, avec les équipes de la RTS, mais avec aussi bien évidemment le gouvernement et tous les organisateurs ici à Dakar, ce sommet qui aura lieu donc en novembre 2014 ici et qui vous concernera d'autant plus, d'autant que ce sera la fin du mandat du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, le président Abdou Diouf, qui avait voulu et fait en sorte qu'existe TV5 Monde Afrique. Donc vous voyez, nous sommes extrêmement liés entre Dakar, le Sénégal, la RTS et TV5 Monde. Merci Monsieur Bigot d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Nous parlons à présent de sport. Lionel Messi pour la bonne cause. Le prodige argentin en visite hier au Sénégal a décidé d'associer son nom et son image à la lutte contre le paludisme. Il a lancé hier à Saly, sur la Petite Côte, le programme Football Combating Malaria initié par l'Académie Aspire. À cet effet, 400 000 moustiquaires seront distribués aux populations. Ibrahim Mboup. Peu importe la place, l'essentiel pour ces passionnés de football, c'est de voir Lionel Messi en chair et en os. De son côté, la presse est aux aguets pour immortaliser l'apparition de l'icône, le génie, l'artiste du ballon rond. Le temps d'une après-midi, Saly a été transformé en un Camp Nou tropical. C'est vrai, Messi est plus connu pour ses buts, dribbles, feintes, variations de rythmes et autres changements de direction. Mais il a une autre facette, l'humanitaire. La fondation qui porte son nom s'emploie depuis 2007 à lutter contre le cancer. Aujourd'hui, c'est le paludisme qui est dans sa ligne de mire. C'est la première fois que je visite le Sénégal. Je suis heureux de l'accueil qui m'a été réservé. Je remercie les populations et les organisateurs de la manifestation. Soyez rassurés, vous aurez mon soutien dans la lutte contre le paludisme. Le programme Football Combating Malaria, le football contre le paludisme, est une initiative de l'Académie Aspire, une structure qatari présente dans 15 pays à travers le monde. Les 12 sont sur le continent africain. C'est une œuvre humanitaire. Nous ambitionnons de lutter contre le paludisme partout en Afrique. Dans ce combat, nous comptons travailler avec Lionel Messi et pour vaincre cette maladie, nous allons distribuer 400 000 moustiquaires imprégnés. L'année prochaine, nous en distribuerons 1 million. Le football au service de la bonne cause, une cause noble. L'image du prodige argentin de 26 ans associé à la lutte contre le paludisme, une initiative pleine de promesses.
le nombre de moustiquaires qui vont être injectés au niveau du Sénégal, 400 000 moustiquaires. Avec son effigie, vous allez voir que non seulement le nombre va impacter, mais le fait que l'effigie de Messi soit sur le moustiquaire, ça va permettre à tous ces gens qui ont peur des fois de passer la nuit sous le moustiquaire, vont prendre cela. Si nous avons un leader, un illustre hôte comme Messi, qui vient s'impliquer, je crois que ça constitue un atout majeur pour nous permettre d'enregistrer davantage des avancées significatives dans le domaine de la lutte contre le paludisme. À la fin de la manifestation, Lionel Messi s'est offert un bain de foule, un grand moment de ferveur populaire, un instant de pur bonheur pour ces nombreux jeunes qui ont toujours rêvé de voir un jour le meilleur joueur de la planète foot. Sacré Messi, Lionel Messi est rentré hier à 22h après un séjour de moins de 24 heures. Sénégal-Niger, c'est l'affiche de la finale tournant de la CEDEAO. C'est la 6e édition du genre et à chaque fois, le Sénégal s'illustre de la plus belle manière. Notre pays a remporté les 4 éditions. Pendant 3 jours, Dakar va vibrer au rythme de la lutte africaine. Ibrahim Ndong. L'Afrique en miniature au stadium Iba Mar Diop. 13 pays de la CEDEAO ont répondu présents à ce rendez-vous sportif. C'est parti pour 3 jours de lutte africaine. Nous rendons grâce à Dieu qui a fait de l'année 2013 une année exceptionnelle de lutte africaine. L'organisation dans des délais très rapprochés de 3 événements phares témoigne de la vitalité de notre sport. Le Conseil des ministres de la jeunesse et des sports des États membres de la CEDEAO ne s'est pas donc trompé en prenant le 3 novembre 1986 la décision de consacrer la lutte africaine comme sport de notre communauté. La CEDEAO a assurément compris tous les enjeux qui gravitent autour de l'activité sportive. Car, comme nous le savons tous, le sport est aujourd'hui un phénomène de société qui intéresse tous les secteurs de l'activité humaine et toutes les couches de la population. Et dans ce cadre, il est devenu un puissant moyen de rapprochement et de brassage des peuples. Les choses sérieuses peuvent désormais commencer. Le Sénégal ouvre le bal et s'illustre de la plus belle des manières. Carton plein pour les Lions. Les protégés de Ambroise Sarr n'ont pas fait dans le détail. Ils réussissent tous les 5 combats devant le Ghana et confirment le suprématie. 5-0 pour le Sénégal. Après les phases de poule, place aux demi-finales. Les amateurs de lutte ont droit à 2 demi-finales. Niger-Guinée-Bissau, une rencontre remportée par le Niger par 3-2, alors que le Sénégal a battu le Nigeria sur le score de 5-0. Un exploit qui ne laisse pas indifférent l'entraîneur national. Baltrap, la coupe du président de l'Assemblée nationale, s'est jouée le week-end dernier au champ de tir de l'École nationale des officiers de la gendarmerie à Ouakam. Un championnat national assez disputé et remporté par Clément Fakhouri, champion d'Afrique de la discipline devant Hassan Ramlaoui et Khalil Fawaz, reporter de Samsé Yakmalo. Placé dans la perspective des prochains championnats du monde de Granada en Espagne, le championnat national de Baltrap, tir au fusil ce week-end a été de très bon niveau. Un niveau fortement apprécié par les responsables qui ont aussi envie de se distinguer lors de grands rendez-vous internationaux. Cet état de fait a été motivé par beaucoup de changements apportés à l'organisation des championnats. En effet, depuis le stage de formation et d'initiation à l'arbitrage, la fédération a amélioré les conditions de participation, sans oublier la technique. On a tiré avec des plateaux flash pour la première fois, ça n'a jamais existé. C'est exactement ce qui se fait à l'international. Nous avons pour la deuxième journée notre champion en titre là qui nous a fait du 49 sur 50. Il ne pouvait en être autrement, car les tireurs ambitionnent de réaliser de grosses performances en Afrique et dans le monde. On a voulu rester dans les normes internationales et c'est l'objectif principal aujourd'hui du club et de la fédération, c'est de rester maintenant et s'entraîner autant et comme les internationaux. Au plan technique, de bonnes choses ont été réalisées au cours de cette compétition où les débutants n'ont pas été en reste.
Toutes les conditions remplies par le parrain de cet événement national. C'est un sport qui demande beaucoup de moyens financiers. Rien que l'équipement, c'est déjà de l'argent. L'entraînement, c'est de l'argent. Et le Sénégal a un bon niveau. On m'a dit tout de suite que le Sénégal est champion d'Afrique. Il plaît par les champions du monde et les champions d'Afrique. Et tout cela, ils ont besoin d'accompagnement de la part de tout le monde. Lors d'une très grande cérémonie, les meilleurs de la saison recevront leurs cadeaux et trophées en présence du président de l'Assemblée nationale, du ministre des Sports et autres parrains. Sport, travail, championnat interministériel de football, match joué le samedi dernier au stade Demba Diop. Ministère des Finances 4, ministère du Commerce 0, ministère de la Justice 2, ministère des Sports 2, match nul donc début partout entre ministère de la Justice et ministère des Sports. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h au Sénégal ou à l'étranger. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.